Hola, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul de l'enfer. 49 livres. Voilà, c'est annoncé dès le départ, vous êtes au courant. Malheureusement, je m'en suis débarrassée de certains, dans le sens où je les ai vendus. Et je ne pourrais pas vous les montrer physiquement, mais le reste sont là, parce que j'ai aussi acheté un e-book que j'ai physiquement. Donc là, je vais vous montrer les 3, attendez parce que je lis en même temps, 1, 2, 3 livres que je n'ai pas en ma possession. Déjà, il s'agit de S'aimer dans la grande ville, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais je l'ai vendu récemment, et je l'avais acheté, et je l'ai moyennement aimé. Et ça, vous avez dû le voir dans un dernier, dans l'une de mes dernières vidéos, donc vous verrez un petit peu les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas forcément aimé. D'ailleurs, je vais être assez brève dans mes avis et dans l'explication des histoires parce que j'ai beaucoup trop de livres à vous présenter. Et si je commence à vous raconter tous les détails du livre, plus mes avis, la vidéo, elle fait le temps d'un film de Christopher Nolan. Donc voilà. Le deuxième que je n'ai pas, en ma possession parce que c'est du e-book, il s'agit de Célèbre de Maud Ventura. Et pour le coup, je n'ai pas trop d'avis à vous donner dessus. On suit une femme qui rêve de devenir célèbre depuis très longtemps. Mais c'est pas comme dans Les enfants sont rois de Delphine de Vigan où genre elle a aucun talent, elle veut juste être célèbre pour être célèbre. Dans le cas de Célèbre de Maud Ventura, l'héroïne est vraiment une bonne chanteuse, elle compose, elle interprète ses titres, etc. Mais en fait ce livre, le personnage est pas forcément très sympathique. Je dirais pas qu'elle est antipathique parce qu'en fait tu comprends qu'elle a un rêve et qu'elle essaye de le nourrir et d'avoir des espoirs, mais en fait c'est un peu comme mon mari. Alors mon mari je l'ai adoré parce que la fin est percutante. Et pour Célèbre, la fin est aussi percutante, mais pas de la même manière, et du coup je suis là. Je suis censée penser quoi de ce livre? Sachez que je suis déjà revenue dessus, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, donc voilà. Soit vous avez déjà eu mon avis dans une vidéo qui concerne la rentrée littéraire parce que j'en parle dedans, soit vous allez avoir mon avis où je vous parle de tout ça. Mais pour le moment je suis un peu incertaine, je vous le conseillerais parce que il est intéressant pour plein de choses. On voit un peu l'envers du décor de l'industrie musicale. Alors moi je suis une grosse fan, j'étais, parce que maintenant c'est moins le cas, j'aime moins ce qu'ils font maintenant. J'étais une grosse fan de 30 Seconds to Mars et ils avaient fait un super documentaire sur un peu l'industrie musicale et comment est-ce qu'ils essayent de le système. Et je savais déjà certaines choses, mais là on voit l'envers un peu du décor de la célébrité et ô combien, même en essayant de rester humain et proche des gens, en fait le monde, le showbiz fait que vous êtes obligé en fait d'être entouré de gens comme vous, parce que si vous décidez de passer 3 semaines aux Maldives, il n'y a pas tous vos potes qui peuvent vous suivre, poser leur congé, avoir l'argent et tout ce qui va avec. Donc voilà, je vous le conseille quand même, même si ça reste particulier. Je pense que Maud Ventura fera toujours des livres un peu border comme ça, où vous commencez, vous êtes là, ok, je vois vers quoi elle emmène, je sais pas c'est quoi cette fin. Sans que ce soit complètement déconnecté de la réalité, mais vraiment elle va dans des directions où tu sais pas trop quoi penser du bouquin en fait après avoir lu la fin. Et le dernier que je n'ai pas en ma possession, il s'agit de, je regarde ici parce que j'ai ma petite fiche pour tricher, parce qu'en plus là le titre est un peu plus compliqué à dire, Jimbo Show Sisters, le tome 1. Ici on suit 3 jeunes filles, alors sur le speech, dans le speech c'était 3 jeunes filles qui décident de reprendre la librairie de leur grand-père suite à son décès pour perdurer un petit peu la tradition familiale en sachant que la librairie vend des livres assez anciens, etc. Donc voilà, j'aimais bien l'idée, sauf que dans la réalité, l'aîné se, entre guillemets, sacrifie, bosse pour une grosse entreprise pour permettre à la sœur du milieu de bosser dans la librairie, mais elle galère. Le grand-père est décédé depuis longtemps et en fait le père est aussi intervenu là-dedans. Et la plus jeune des sœurs est aux études. Voilà, donc déjà je trouve que le speech est un peu à nuancer et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et même si les dessins étaient beaux, j'ai pas trop adhéré à l'histoire, donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, j'ai essayé de regrouper par catégorie, sauf que j'ai acheté énormément de graphiques, ce qui explique le nombre incroyable de livres achetés. Redisons-le, 49, je vais aussi vous annoncer un deuxième chiffre, 35. Donc voilà,
Ça c'est le nombre de livres que j'ai lu ce mois-ci, enfin que j'ai lu au mois d'août plutôt. Donc voilà, j'ai lu beaucoup parce que d'une part j'étais en arrêt, j'ai retrouvé un élan, j'étais beaucoup moins apathique et j'ai lu des mangas et j'ai lu pas mal de suites de mangas ou de graphiques de manière générale parce qu'il y a aussi du roman graphique, aussi des webtoons et tout ce qui va avec. Mais voilà, sachez que ça va être long, donc prenez votre thé, votre café. Moi je n'ai plus de coca zéro, je suis au bout de ma vie, donc profitez pour moi si vous avez une boisson préférée. Et j'attaque, je pense que je vais mélanger entre les graphiques, les young adultes, les adultes, les poches, les voilà, histoire que ce soit un petit peu plus intéressant pour vous. Et comme je vous le disais, parfois je vais être brève, si j'ai déjà lu le livre je vais vous dire un peu ce que j'en pense, mais vous aurez pas des super gros résumés comme je peux le faire d'ordinaire parce que trop de livres, beaucoup trop de livres. Alors, je les prends pas du tout dans le sens dans lequel je les ai achetés, enfin dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. J'avais acheté Le Son des Morts de Daruma Matsura. Je ne l'ai pas aimé. Ici on est sur deux personnages qui... Alors elle, je crois qu'elle entend le son des morts et lui il voit d'autres choses. Lui c'est un prof et elle c'est une élève. Et alors il n'y a pas du tout de relation amoureuse. Hein. Et lui il a perdu sa femme, il a du mal à s'en remettre et en fait il va se lier plus ou moins d'amitié, en tout cas se rapprocher de cette jeune fille pour pouvoir un peu rentrer en contact avec sa femme. Le speech me tentait mais en même temps me faisait un peu peur et vous voyez je l'ai pas aimé et il est en vente sur ma boutique Vinted d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais j'ai pas... Je sais pas, j'ai pas trop kiffé. C'est pas qu'il était horrible hein, mais j'ai pas trop kiffé. Comme Le Goût des fraises, je le voulais depuis un moment. Enfin je le voulais depuis un moment. J'avais un peu peur parce que Sarah étudiante de 20 ans et lui le mec il a 33 ans. On est dans des productions de fraises, elle son grand-père tombe malade, il a besoin d'un remplaçant, c'est elle qui s'y colle parce que c'est l'été, et lui ça va devenir un peu son mentor. La différence d'âge, 13 ans c'est rien quand t'as 93 ans et que ta femme en a 80. Quand t'as 20 ans et que ta personnalité n'est pas complètement construite et que le mec en a 33, ça me dérange, même si là dans le premier tome il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de choses... Voilà, mais la pédophilie c'est un vrai délire au Japon, c'est vraiment... vous pouvez avoir des mecs de 50 ans qui soutiennent des gamines de 4 ans. Voilà, donc c'est quand même assez normalisé ce fait-là. Et là, 13 ans d'écart, moi ça me pose un problème. Vu l'âge des personnages, ça me pose un véritable problème. Et même s'il n'y a pas des situations malaisantes, etc., je reste convaincue que, ben, vraiment, il avait 13 ans quand elle est née. Enfin, c'est trop bizarre. Je suis... Non, c'est trop bizarre. À 2 ans près, elle est pas majeure. Et en plus de ça, au Japon, la majorité, elle a 19 ans. Donc à 1 an près, elle est mineure. Elle est considérée comme mineure. Donc non, 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 ce n'est pas possible. Je peux pas. Ensuite, je me suis acheté Sirius sur les conseils de ma librairie graphique. Et d'ailleurs, Nadège, anciennement Planète Diversité. Et maintenant je crois que c'est Nad je vous mettrai le lien de son compte Instagram en barre d'informations parce que j'arrive pas à... Non, je pourrais pas vous dire. Bref, elle l'avait aussi conseillé, je l'ai beaucoup aimé. On est sur deux jeunes filles lesbiennes, l'une a perdu un peu sa chance de championnat au tennis, en tout cas elle en est convaincue. C'est l'été et la deuxième, elle est beaucoup plus pleine d'espoir et de vie et elle aime beaucoup les astres. Et c'est une jolie rencontre, c'est un beau manga, j'en ai parlé dans un vlog donc je vous invite à aller voir mon avis au complet, mais c'était une très très bonne lecture. Je crois que j'ai mis 4 ou 4,5 sur 5. Ensuite, ma petite série doudou, j'ai mis un coup de cœur pour The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama. C'est chez Mangetsu, je me renseigne de plus en plus chez eux parce qu'il y a des mangas qui en valent vraiment la peine, pardon. Là c'est le tome 5, voilà, je suis sur une saga doudou. Et ce tome-ci, je l'ai trouvé parfait. Je ne vous spoilerai rien, mais sachez qu'on est dans le milieu de la céramique. Et on nous parle aussi bien de la céramique, de comment est-ce que se fait les choses, en sachant qu'on a un homme qui fait vraiment de la céramique, qu'on est sur une entreprise vraiment de céramique. Et cette jeune femme peint sur de la céramique, et du coup elle va faire former un duo avec cet homme. Il y a plein de sujets qui sont abordés, les relations sont très réelles, très humaines et incroyables. Genre vraiment c'est beau à voir. Pourtant c'est du noir et blanc, hein, mais enfin vous voyez les petits motifs et tout. Incroyable, j'ai adoré. Ensuite une petite duologie, mais bon c'est pas qu'une duologie parce que j'ai vu qu'il allait avoir la suite. C'est après avoir regardé Le Ciel étoilé de Bisco Kida. C'est chez Moonlight, donc je crois que c'est Delcourt aussi. Ouais. Alors...
j'ai eu un petit coup de cœur pour le tome 1. J'ai un petit peu moins aimé le tome 2 qui contient pour le coup une scène de sexe. Je préfère le préciser. C'est du yaoi, il y a du yaoi soft. Là je vais pas dire que c'est le truc le plus hard possible, mais il y a une scène de sexe assez explicite, donc je le mentionne quand même. Je vais vous mentionner quelque chose. L'un des personnages a un handicap physique. On n'est pas sur de la paraplégie, mais on est sur une paralysie des genoux. C'est un peu plus particulier. Il est en fauteuil, mais à aucun moment alors il y aura du pour et du contre par rapport à ça, mais à aucun moment on va cibler son handicap et critiquer ou faire une analyse sur le fait qu'il est porteur d'un handicap physique. Et c'est ce que j'ai apprécié, parce que j'en ai marre que le handicap soit le sujet d'un bouquin. Là c'est genre ok, tu peux pas marcher, genre le mec va le porter, va lui demander genre est-ce que c'est ok si je te porte et que je t'accompagne à tel endroit, et après c'est lui qui prend la décision ou pas. Et en fait j'ai beaucoup aimé avoir une normalisation du handicap, surtout quand c'est physique. Donc voilà, j'ai préféré le tome 1 comme je vous le disais. Les planches sont très belles parce qu'en plus les deux sont fans des astres, enfin vraiment quand il le photographie comme ça. Il est photographe dans le milieu de l'astrologie, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. C'est très joli. Préféré le tome 1 comme je vous le disais. Beaucoup aimé le tome 2 et il me semble qu'il y a un tome 3 qui sort courant novembre, je crois qu'il sort pas tout de suite. Hein. Mais j'ai beaucoup aimé cette petite duologie, elle est très sympa. Donc, alors je dis duologie mais ça va continuer, mais je pense pas qu'il y aura 50 tomes non plus. C'est des sujets assez légers. Enfin, même s'il y a des gravités dans des sujets, ça reste quand même très léger et ça fait du bien en fait de voir des personnes handicapées qui peuvent avoir des vies plus ou moins normales, où à un moment donné l'appartement n'est pas adapté, et ben on va adapter un appartement en fait. Et de voir ça en plus pour du manga japonais, en sachant que le Japon n'est pas le pays le plus inclusif au monde, c'était très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Ensuite j'ai quelques premiers tomes à vous présenter, je pense que je vais faire ça, puis après on basculera sur une autre catégorie de livres. J'ai acheté L'image de Mona Lisa, le tome 1 de Tsumiji Yoshimura, je suis désolée, je bug. Alors j'adore le fait que la fille ait les yeux verts et que dans le manga, j'avais pas vu, mais il y a des planches entières en vert. Et autrement, elle a les yeux intentionnellement verts. Je sais pas si vous verrez bien, alors c'est un vert très flashy, hein, mais voilà. Je ne sais plus trop de quoi il est question. Oui, c'est ça. On est dans du fantastique, un peu dystopique, etc. En gros, les enfants naissent sans attributs sexuels, je crois qu'ils disent comme ça. Et à 12 ans, début de leur puberté, on leur demande s'ils veulent être assignés fille ou garçon. Ça fait beaucoup penser à l'intersexualité et c'est une cause qui me tient à cœur, donc j'aime beaucoup. Ça fait penser et à de la non-binarité et à de l'intersexualité. Voilà, je ne sais pas trop dans quelle case se mettre. Et cette jeune personne, du coup, décide de ne pas faire de choix. Et on va la critiquer et il va y avoir des gros débats. Et comme c'est chez Akata, parce qu'Akata je les adore, ils mettent des petits mots-clés. Et là c'est écrit questionnement, romance, non-binarité, pardon. Et voilà, je suis très intriguée, je ne l'ai pas encore lu. Et j'ai vu qu'il était en 7 ou 8 tomes et j'ai vu que mon libraire les avait tous. Donc le jour où je me lance, je veux aller le voir à moins de 10 minutes de chez moi et tous me les acheter. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Enfer et contre tous de Akana Tarikai, toujours chez Akata. Donc là c'est sororité, colocation, humour. Je crois qu'il y a une femme qui est une mère célibataire et l'autre qui veut juste pas se caser et elle décide de faire une coloc. Ça a l'air d'être tout simple, tout doux. C'est un tome 1, ça me fait un petit peu... Voilà, parce que j'aimerais bien avoir des one-shots, je préfère les one-shots en manga. Quitte à ce qu'il y ait certaines scènes qui sont un peu rapides, etc. C'est pas trop grave pour moi. Mais j'ai hâte de lire ça parce qu'en fait, elles font pas partie de ce qu'on attend de la société japonaise. Donc ça peut être hyper intéressant. Lui, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai lu parce que c'est une suite de saga et que j'avais hâte de la voir et là, je ne l'ai toujours pas lu. Je pense juste que j'étais pas dans le mood. C'est... Attention, mon accent anglais 365 Days to the Wedding de Tamiki Wakaki. Voilà, alors je pense que la vie traditionnelle vient du village du jeune garçon. En gros, ils se font passer pour un faux couple qui vont se marier parce qu'ils ne veulent pas, ils travaillent dans la même boîte, et ils ne veulent pas être envoyés en Sibérie parce qu'on envoie les célibataires en Sibérie pour cartographier une certaine région. Voilà, brièvement c'est ça. Et j'aime beaucoup, vraiment depuis le premier jour j'aime beaucoup cette série et là j'ai hâte de lire la suite mais en même temps je m'y consacre pas.
Et je ne sais pas si c'est un nouveau personnage ou si juste l'héroïne s'est un peu métamorphosée. Mais j'ai hâte de lire, en même temps je ne me lance pas. Voilà. Et je viens de voir que mon truc là, Enfer et contre tous, il y a écrit série en 3 tomes. Donc c'est bien, ça durera pas très longtemps. Et cette série, je ne sais pas du tout en combien de tomes elle est prévue. Des fois ils le notent, des fois non. Mais ça me dérange pas, j'aime bien. J'aime vraiment bien cette petite saga, donc voilà. Ensuite, j'ai été chez mon libraire graphique et j'ai vu ça, c'est chez Nobi Nobi. Je n'achète, enfin j'ai jamais encore rien acheté chez Nobi Nobi. Je pensais que c'était plus de la jeunesse, mais quand je lis le résumé, ça a pas trop l'air d'être ça. Alors, la couverture fait quand même très enfantine, mais quand vous regardez l'intérieur des planches, bon là ils sont en train de rire et il y a un peu d'aristocratie derrière quand même, hein. Mais voilà, je crois que c'est une jeune femme, alors je sais qu'elle adore les livres parce que ça s'appelle Bibliophile Princesse, et je crois qu'il y aura un peu un débat entre deux garçons, enfin un débat, genre un peu triangle amoureux, mais genre ils viennent pas du même univers ou du même monde, ou voilà. Ça m'attirait, c'est une série en plusieurs tomes, alors oui ils mettent 8 ans et plus, donc ça risque d'être un peu trop jeunesse pour moi. Je ne sais pas à quoi m'attendre, c'est peut-être aussi pour ça que je le repousse, mais il m'attirait et j'étais intriguée, donc je l'ai acheté. Ça a été un petit peu ça hein, le mois d'août, hein. Je déprimais, j'étais pas très bien et je savais pas quel salaire j'allais avoir au mois de septembre, et je me suis dit tu sais quoi, achète tous les livres qui te font envie, parce que si jamais tu gagnes rien en septembre, et eh bien c'est pas grave, tu auras des livres. Ensuite, petit Yuri, parce que on aime les filles qui aiment les filles, c'est Whispering You a Love Song de Eku Takeshima. Je sais pas chez qui c'est. Je crois que je l'ai acheté en occasion et que ça parlait... Oh, regardez, il y a des planches en couleur, c'est ma vie ça. Je crois qu'on est sur une fille qui est fan d'une autre fille, genre qui est fan d'elle en tant que... entre guillemets de groupie, parce qu'elle fait partie d'un groupe de rock ou de je ne sais quoi, et que l'autre est genre étudiante ou je ne sais pas quoi, mais ça me tentait beaucoup. Et je sais pas, quand je l'ai vu, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, donc peut-être que Nadège l'a conseillé à un moment donné et mon cerveau a oublié. Et le dernier premier tome que je vous montre avant de changer de catégorie de livre, histoire que vous n'ayez pas que des mangas dès le départ, c'est Le Dragon sous le croissant de lune de Kenichiro Nagao. Alors c'est une série en 7 tomes, donc ça me dérange un petit peu, surtout qu'ils sont gros, mais j'allais dire c'est chez Akata. Non Pauline, tout n'est pas d'Akata, c'est chez Le Lézard Noir. J'aime aussi beaucoup ce qu'il propose, j'y m'intéresse de plus en plus parce que là dernièrement j'ai eu des coups de cœur ou des très bonnes lectures pour pas mal de leurs parutions. Je crois que c'est un garçon qui se fait harceler à l'école et qui va apprendre les arts martiaux avec un papy quoi, il me semble que c'est ça hein. Peut-être que c'est pas du tout ça, hein. Mais bref, il va devoir entre guillemets se rebeller ou en tout cas vouloir se défendre. Et j'aimais beaucoup l'idée et le tome 2 est déjà sorti, je vous préviens. J'aime bien les planches, en plus ça fait très printanier, enfin printanier. C'est pas parce qu'il y a de la plage que c'est printanier Pauline. Ça fait très estival et tout, enfin même la couverture, hein, voilà. Et j'aime bien les planches et j'aime bien ce côté de vas-y défends-toi par toi-même. Et les arts martiaux, bah c'est un art. C'est dit dans son nom et c'est pas sans raison, il y a un respect de l'autre et c'est ce que j'aime beaucoup. Et on verra, parce qu'il y a écrit une histoire de jeunesse poignante se déroulant dans une ville qui domine Enoshima, je ne connaissais pas du tout, bercée par le bruit réconfortant de la mer. Donc déjà on n'est pas à Tokyo et je vous avoue que j'aime bien quand on sort un petit peu des grandes villes et surtout qu'on sort de Tokyo. Et maintenant de Osaka, parce qu'on parle de plus en plus de Osaka ou de Kyoto. Et j'en ai marre en fait d'être surtout sur des grandes villes. Laissez-nous un peu à la campagne, comme ça je relate un peu plus. Je suis désolée si le cadrage change assez régulièrement, mais comme mon appareil chauffe, vraiment il est en fin de vie, hein. C'est pour ça que je vous parle de cette campagne Ulule, et je pense que je vais vraiment la mettre en place. Il chauffe du coup, à chaque fois il faut que je l'éteigne, que j'attende 10 minutes. Du coup je range les livres au fur et à mesure, c'est pas plus mal vous allez me dire, pour ensuite pouvoir vous reprendre. Et il y a des livres, je ne sais plus si je vous les avais présentés, donc j'en reparle. Là on va être sur la section Young Adult. Je me suis acheté Throwback de Maureen Go, qui avait écrit notamment 24 épisodes pour lui plaire. C'est chez Milan, si jamais vous vous souvenez de... Enfin moi j'avais vu beaucoup passer ce livre, mais sans jamais avoir de retour derrière. Et ça parle de K-drama, donc je l'ai pris sur ma liseuse. Bref, ici on est sur une société coréenne, enfin je pense que ça se passe aux États-Unis, hein. Mais en gros les deux, enfin mère et fille ne s'entendent pas très bien. En Asie c'est assez régulier qu'il y ait ce débat là parce qu'il y a les valeurs familiales qui sont très importantes pour les personnes entre
guillemets ancienne, alors que la nouvelle génération ils sont beaucoup plus libérés, surtout en termes de femmes, et il y a beaucoup de conflits et de toute façon il y a beaucoup d'exigences de la part des parents asiatiques par rapport à leurs enfants, parce que eux-mêmes ont galéré, hein, c'est pas sans raison qu'ils sont si exigeants. Et en fait la jeune fille va être projetée dans le passé et elle va pouvoir comprendre un peu plus pourquoi est-ce que sa mère agit comme ça. Je suis pas très fan des voyages dans le temps, à part dans Back to the Future, vraiment Retour dans le futur, j'aime trop le film, surtout le premier, hein, c'est le meilleur. Mais ouais, on fait un petit peu de cinéma aussi par ici, comme si j'avais déjà pas assez de temps de vidéo, vous voyez. Mais je suis pas très fan des voyages dans le temps, mais le côté un peu intergénérationnel et comprendre un peu l'autre, ça me plaisait bien. Je ne l'ai toujours pas lu alors qu'il me tentait bien. Je me dis, il faudrait peut-être que je lise en e-book. Faut que je me le trouve en e-book et que je l'achète parce que autrement je m'y mettrais pas. En ce moment je suis très e-book, sachez-le. Donc la plupart des livres que j'ai en papier, je les ai aussi en e-book. Je me suis un peu arrangée avec des copines pour qu'elles puissent me les envoyer un peu à droite à gauche. Voilà. Bref. Oui, c'est l'un de mes derniers achats et c'est Amour à Taïwan. Purée, je viens de voir que c'était un premier tome, L'été des libertés, je n'étais même pas au courant. C'est publié chez Ellipsis, donc chez Deux Saxus dans leur section Young Adult, de Abigail Ing-wen, que je prononce sûrement très mal parce que c'est du... Alors, si elle est vraiment taïwanaise, l'autrice, et je crois que oui. Voilà, des origines, enfin bref. Techniquement, à Taïwan, c'est du chinois traditionnel, c'est pas du mandarin, donc c'est encore plus complexe. Donc vous imaginez bien que j'ai écorché son nom comme jamais. J'adore la couverture et en gros on est ici avec Ever Wang qui va devoir passer l'été à Taïwan et elle se dit purée ça va être un enfer, je vais devoir étudier, je vais devoir... parce que là je crois qu'elle vient des États-Unis si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Enfin bref, elle pense qu'elle va passer le pire été de sa vie et en fait elle se rend compte que Taïwan et Taipei, parce que je crois qu'elle va à Taipei, c'est genre trop bien, parce que Taïwan c'est trop bien. Je vous ai pas saoulé encore assez avec Taïwan, donc sachez que Taïwan ça a l'air d'être trop bien et j'ai hâte de faire mon voyage à Taïwan qui a du coup été repoussé en automne, donc pas en automne 2025 mais en automne 2026. Ça fait 1 an et demi à attendre mais j'aurai encore plus de sous à mettre de côté et je serai encore plus à même d'en profiter en sachant qu'on a regardé et vraiment la saison... En fait je vais passer mon anniversaire soit en Corée du Sud soit à Taïwan. C'est pas le meilleur des deals. Bref, on s'est rendu compte qu'en termes de météo avec ma mère et de monde et tout ça, c'était peut-être la meilleure saison finalement l'automne. Peut-être que on ratera, oui c'est sûr qu'on ratera les sakuras, qu'on ratera, du coup on n'aura pas la neige non plus. Enfin après on n'a pas non plus les moins 20 degrés qu'il y a en Corée du Sud. Normalement Taïwan on aura échappé à la saison des pluies, il fera quand même très chaud. Mais bref, j'ai trop envie de parler de ce voyage à tout le monde donc je vous en parle encore. On est sur une jeune fille qui va s'émanciper en fait et on est toujours avec ce truc de... parents et surtout mère un peu dans le contrôle, un peu beaucoup dans le contrôle de ma fille doit être parfaite, doit faire des études parfaites et là elle va passer le meilleur été de sa vie. Donc voilà, trop hâte de le lire. Franchement, d'avoir des bouquins où ça se passe à Taïwan, vous imaginez pas ma joie parce que trouver des traductions de livres taïwanais c'est très compliqué. Donc là il y a un peu plus d'autrices souvent américaines, en tout cas anglophones, qui parlent de leurs origines taïwanaises et je suis là, oui, au moins je peux avoir un peu de Taïwan dans ma vie. Alors, cette fois-ci, on part en Corée du Sud avec Un clic de toi qui est, je ne le considère pas comme un service presse parce que c'est l'autrice qui me l'a envoyé elle-même par ses propres frais et vraiment, merci Eva. Il s'agit de Eva Kim, vous la connaissez peut-être parce qu'elle fait des... Je m'a dédicacé le livre. Bref, faut que je me calme. C'est chez Dragon d'Or. Elle a été vivre pendant 1 an en PVT en Corée du Sud et moi je la suivais quand elle vivait là-bas dans son Goshiwon, donc qui est un tout petit appartement. Je la suivais dans ses cafés, je la suivais dans ses écritures, je la suivais quand elle regardait ses épisodes de Grey's Anatomy pour se motiver, je la suivais avec son travail avec ses bêta-lectrices et vraiment j'aimais trop la suivre. C'était vraiment mon goal en fait de la suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Même ses hauls liés style, j'adorais les regarder. Oui, je suis une groupie d'Eva et j'ai osé lui avouer la dernière fois. On a discuté entre temps sur Instagram. C'est une très gentille personne, sachez-le. Et ce livre-ci parle de e-sport et de webtoon. Donc si vraiment vous voulez mettre un pied dans la Corée,
Eva n'est pas coréenne mais elle a vécu sur place donc elle connaît un petit peu certains codes etc. Et elle parle de choses très actuelles et qu'on ne voit pas forcément dans les bouquins qui sortent en France. Donc déjà c'est génial d'avoir un petit peu plus de entre guillemets jeunesse. Moi je le mets en young adult mais peut-être que c'est plutôt du new adult. En tout cas on est dans une tranche d'âge de je pense 13-20 ans. Donc c'est assez large, bon si vous avez plus lisez-le, hein. Moi 30 ans je vais le lire, ma mère 60 ans va le lire aussi c'est sûr. Maman tu ne regarderas jamais cette vidéo mais tu vas y passer, je sais que tu vas adorer. Vraiment c'est un peu beaucoup accessible, je ne l'ai pas encore lu hein, mais je vous le dis parce que je sais. Ça va être accessible pour comprendre un peu comment fonctionne la Corée sans aller trop loin dans les explications et voir un peu l'importance du e-sport, l'importance des webtoons qui sont en fait des sortes de mangas publiés sur internet et colorisés et qui après peuvent devenir des livres papier et voilà, il y a plein de choses qui se jouent. J'adore beaucoup trop cette couverture. Je regrette de ne pas être au printemps parce que vraiment j'ai des cerisiers et j'ai des fleurs de sakura tout le long de mon lotissement. J'aurais pu faire ma meilleure photo. Un peu déçue qu'ils sortent pas en mars, enfin même février-mars, pour que j'ai mes plus belles fleurs de sakura pour faire une photo, mais très contente de l'avoir reçue. Merci encore Eva, je ne sais pas si tu verras ce bout de vidéo, mais voilà, j'en fais la promotion parce que en fait la maison d'édition n'a pas de réseaux sociaux donc ne peut pas en faire sa promotion et il a l'air génial. Franchement j'ai tellement vu Eva travailler dessus et sur ses autres romans et je l'ai tellement vu aussi parfois galérer et on a parlé aussi de tout ça, du processus d'écriture, que vraiment donnez votre argent à Eva en sachant qu'il coûte 14,95 donc voilà. Et sachez que quand je l'aurai lu, il y aura un concours qui sera organisé. Je pense que j'en parlerai sur YouTube, mais ça se passera sûrement sur Instagram parce que c'est un petit peu plus facile d'organiser les choses sur Instagram. Mais voilà, je compte l'acheter par mes propres moyens parce que là du coup je l'ai eu gratuitement pour vous le faire gagner quand je l'aurai lu quoi. Ensuite, on continue avec la Corée du Sud. Cette fois-ci, on est sur un Own Voices, c'est-à-dire que c'est une autrice coréenne qui a écrit sur... enfin, coréo-américaine, j'aurais dit américano-coréenne, mais bref. C'est ASAP, donc As Soon As Possible de Axio. C'est publié chez K-Story et là pour le coup c'est un service presse et je suis ravie parce qu'ils m'ont envoyé aussi un petit truc de to-do list avec, et sachez que ça, je m'en sers depuis qu'ils me l'ont envoyé, genre vraiment c'est trop pratique. J'ai eu un coffret, non j'ai une enveloppe avec 2-3 petits goodies très simples. Je ne l'avais pas du tout demandé mais j'avais lu déjà XOXO de cette autrice, du coup ils ont trouvé ça logique de m'envoyer un autre livre de l'autrice que vous connaissez peut-être parce qu'elle a écrit, je vous mettrai ici la couverture de l'autre livre, c'est de l'historique. Ça me tente mais en fait je ne lis pas d'historique. Alors je vous dis ça alors que je lis du contemporain, enfin du contemporain historique, ça ne veut rien dire. Genre de la littérature blanche historique de Corée, enfin de Corée-Japon, mais je sais pas, j'ai pas envie d'avoir un truc mythologique et toutes ces choses là, mais Axio est très connu, que ce soit dans le monde entier comme en Corée. Ça me tente bien, je ne sais plus de quoi il est question. J'ai plus trop envie de... j'ai pas envie de lire le résumé, mais j'ai hâte de le lire, sauf que j'ai pas assez de temps les gars, et mes vacances sont au mois d'octobre, et j'ai tellement de choses de prévues que je ne sais même pas si j'aurai le temps de tout lire, genre très rapidement, mais voilà. Il a l'air incroyable, et je sais que je vais aimer. Et j'hésite aussi, alors lui il coûte 17,95 pour le coup, c'est pas non plus très très cher en soi. J'hésite aussi à me le prendre en e-book, parce que je sais qu'en e-book, je le lis plus vite. D'ailleurs je me l'étais pris en e-book en anglais parce qu'il était pas cher et que je me suis dit vas-y je vais le lire, et quand j'ai vu qu'il est sorti en France j'ai fait vas-y c'est un signe. Je raconte beaucoup trop ma vie, cette vidéo va durer longtemps mais c'est pas grave. Je me suis acheté dernièrement la théorie des couleurs de Mazet Eddings chez Comet. On en a très peu entendu parler à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors on est le 3 septembre donc ça s'explique aussi peut-être par ça, mais Comet a, donc c'est une des collections de Hachette, ils ont sorti 4 livres et celui-ci je n'en ai pas vu parler. Il est très joli et je pensais que ça symbolisait le drapeau queer, et voilà, petit bémol pour la maison d'édition, quand vous faites des trucs comme ça, en fait pour nous personnes queer on pense que c'est un bouquin queer. En fait ici on est sur une histoire où lui est autiste et elle est TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec de l'hyperactivité pardon.
Ouh, j'ai bugué quand même pour le dire. Donc un couple qui pourrait paraître improbable, mais en fait c'est des troubles qui s'associent aussi souvent. Et tout ce qui est neuroatypie, en principe ça fonctionne bien en couple et même en amitié, etc. Parce que mine de rien, le fait de ne pas être entre guillemets normal, ou en tout cas être à part de la société, ça permet de se rapprocher. Et il y a quand même des similitudes dans des choses, même si tu peux être très ordonné et que le TDAH a tendance à être très dispersé, ça peut fonctionner. Et ça fonctionne souvent d'ailleurs, donc voilà, hâte de le lire et de vous donner mon avis. Vraiment, je voulais mettre mon argent dedans et faire un peu un close-up dessus parce que pas assez entendu parler, pas du tout entendu parler, alors que il est déjà très beau et que ça a l'air ouf, enfin ça a l'air très bien. Et ça a l'air d'être un bon young adult. Et vraiment, Comet, par contre, big up à vous parce que vous sortez des livres incroyables. Et pour le moment, j'en ai lu qu'un, Better Than the Movies, mais j'en ai 2 autres dans ma palle. Un dans ma palle papier, un dans ma palle e-book. Voilà. Ensuite, on va peut-être passer à de l'adulte et à des poches. Alors, est-ce que j'ai que de l'adulte dans mes poches? Oui, j'ai que de l'adulte dans mes poches, mais je n'ai pas que des romans. Je me suis acheté en occasion un Aki Shimazaki. Moi, vous savez, c'est une autrice que j'aime bien lire. Elle est japonaise, mais ça fait quelques années qu'elle vit au Canada. Oui, elle vit à Montréal, depuis 91, donc oui, ça fait un moment. J'aime beaucoup ses histoires, donc là, c'est My My, je pense qu'on dit comme ça. Oh my my my. Non, Pauline, ce n'est pas une chanson de Troye Sivan. C'est dans sa... Alors, je fais la petite précision, je la fais à chaque fois, mais tout le monde n'est pas au courant. Aki Shimazaki écrit des sagas de 4-5 tomes environ, et ces sagas peuvent se lire dans le sens que vous voulez. C'est juste que si vous lisez certains tomes avant les autres, vous risquez d'être spoilé dans certains éléments. Donc je vous conseille de lire dans l'ordre, mais parfois vous serez peut-être pas intéressé par des thématiques, et voilà. Là c'est dans sa saga L'ombre du chardon, qui est une saga, je crois que je l'ai connue avec ça. J'ai lu My My, je l'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, mais en fait à chaque fois c'est des tranches de vie à la japonaise, donc en fait des fois on vous laisse avec des questionnements dans un tome, vous n'aurez pas la réponse dans le tome suivant, c'est vraiment comme des spin-offs, c'est pas des vraies suites, c'est pour ça que le terme saga est un peu est pas forcément très adapté, mais j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait on en apprend plus sur l'un des personnages, et il y avait des choses où on nous laissait un peu en suspens, et là on retourne des années plus tard. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des premiers que j'ai lu de cette autrice dans l'ombre du chardon. On suivait la mère et ce qui était arrivé à la mère, et là on suit le fils. La mère est décédée, on le suit avec sa grand-mère et lui il a sa propre histoire, etc. On retrouve la librairie familiale et j'ai adoré avoir ce côté de nostalgie. C'est pas mon préféré, mais je l'ai gardé. Donc ça veut quand même dire que j'avais un attachement déjà pour Aki Shimazaki, même si je suis pas fan de tous ses bouquins. J'aime ces tranches de vie typiques japonaises qui font moins de 200 pages. Je sais pas si c'est le plus abordable en littérature japonaise, mais pour moi oui. Parce que s'il y a un résumé qui vous plaît, on s'en fout que ce soit le 3e ou 4e tome d'une saga que vous avez pas lu. Oui, ça va vous spoiler les précédents tomes, mais c'est pas dérangeant. Genre vraiment, ne vous fiez qu'à la 4e de couverture, qu'au résumé, et lancez-vous parce que vraiment cette autrice, elle est reconnue déjà dans le milieu et elle fait des choses vraiment chouettes. Par contre, encore une fois, c'est des tranches de vie à la japonaise. Donc vous n'aurez pas de vrai début et de vraie fin. Vous n'allez pas avoir une conclusion et parfois vous allez finir avec plein de questions dans la tête, vous n'aurez jamais les réponses. Il faut accepter ça. C'est quand même particulier. Ensuite, je me suis acheté un Paradis de Kei Cheng. Pareil, vous avez eu mon avis dans un... D'ailleurs, je crois que c'est dans la même vidéo que j'ai lu les deux. Bref, c'est un roman chinois où en gros on est... alors c'est écrit un paradis, on est clairement sur un enfer. Alors là il m'a dit une clinique illégale pour mères porteuses qui tient plutôt du centre de détention, voire de la maison close. Voilà, il y a beaucoup de mystères concernant ce centre qui est illégal, mais en même temps, en fait, en gros, les femmes enceintes atterrissent ici, mais parfois elles ne sont pas enceintes et elles atterrissent quand même ici. Donc c'est pour ça que maison close, on se demande s'il n'y a pas des gens qui abusent d'elles en interne, mais ce n'est pas mentionné clairement. Et j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais sachez juste qu'on suit un groupe de femmes qui sont du coup dans cette clinique où le but de cette clinique et de son directeur, qui est un peu un tortionnaire quand même, en fait il les traite comme des animaux. Vraiment, ce sont des vaches à lait. Ce sont des poules pondeuses. Elles sont là pour mettre naissance, pour donner naissance à des enfants. Et elles sont rémunérées pour être là. Elles sont nourries, logées, blanchies, etc. Mais elles n'ont pas de liberté.
et ensuite on leur donne de l'argent pour la naissance de leurs enfants et on leur donne un petit peu d'argent tout du long de leur séjour, mais on ne sait pas ce qu'il advient des enfants. Donc ça fait un peu dystopique et en même temps ça pourrait clairement être quelque chose qui s'est passé en Chine ou ailleurs dans le monde. Donc c'est un roman très étrange, je vous le conseille pas du tout comme première lecture chinoise, mais à sa manière je l'ai aimé, je l'ai gardé parce qu'il m'a vraiment marqué et je pense que dans 5 ans je pourrais en reparler et dire ah ouais ce bouquin il était bizarre mais il suscite quelque chose en moi. Ensuite il a pris la flotte, donc RIP. Faisons 5 secondes de silence pour la femme de ménage qui a pris l'eau. Ah, bah c'est pas de ma faute, c'est un peu la faute de mon frère, mais bon c'est pas grave. La dernière partie du bouquin a pris la flotte. Donc 5 secondes de silence pour un livre qui a souffert. Allez ça y est, parce que bon si on fait une minute de silence cette vidéo elle sera beaucoup trop longue. Après avoir entendu Séverine nous saouler avec ce livre que tout le monde adore, alors maintenant les avis sont un peu plus nuancés. Mais voilà, je me suis dit je vais l'acheter, je vais le lire. Alors je voulais le donner à ma maman mais vu l'état du livre, alors ma mère ça la dérange pas, elle me dit tant que c'est lisible je m'en fous. Moi ça me gêne un peu de lui donner un livre qui est abîmé, donc peut-être que je le rachèterai ou je verrai comment je ferai. Ça m'intrigue, j'avais envie de thriller cet été, enfin thriller un peu voilà. Je sais pas si c'est un thriller domestique mais moi je n'aime pas du tout les thrillers domestiques donc on verra si ça le fait avec moi. Ça m'intrigue quand même parce que vraiment si tout le monde en parle, envie de savoir ce qui peut attirer les gens et si ça me plaît pas, bah vraiment de toute façon je comptais le donner à ma mère donc voilà. Ensuite lors d'un même vlog, mais purée en fait dans le même vlog j'ai lu plein de bouquins que je vais vous présenter ici. Je me suis acheté Chère Mamie, Chère Maman de Bec Souline. C'est un tout petit livre qui coûte quand même cher, il est à 9 € et en fait on suit 3 générations de femmes mais dans le présent. Enfin, présent, passé, non en fait ça s'entremêle un petit peu, mais on a une grand-mère qui a pas eu forcément une vie facile, mais c'était à l'époque comme ça que ça se passait en Corée, et elle a un peu subi sa vie, et en même temps elle est pas si insatisfaite que ça de sa vie. On suit sa fille qui est très exigeante avec elle-même et avec sa propre fille, donc on va dire la petite fille, qui a fait des études, qui est prof à la fac, qui a une très bonne réputation. Et on a du coup la petite fille qui elle est perdue, qui a abandonné ses études, enfin en tout cas qui a fait une sorte d'année de césure parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Et sa mère est assez dure avec elle et la petite fille et la grand-mère vont vivre ensemble pendant un temps. Et on suit un peu ce mélange de tout ça et il y avait écrit que ça parlait bien de des générations, enfin du côté intergénérationnel pardon, des Coréens et surtout des Coréennes, des femmes en Corée, et c'est très vrai. C'est les libraires du Phénix qui me l'avaient recommandé et elles avaient raison, il était incroyable, je l'ai adoré et je l'ai gardé. Sachez que je tenais vraiment à ce que cette vidéo soit courte et je suis sincèrement désolée parce qu'elle ne le sera pas du tout. Je crois qu'on n'est même pas à la moitié du book haul, mais bref. Je me suis acheté des bouquins féministes parce qu'on aime les bouquins féministes et je me suis rendu compte que ça venait de la même personne. Je m'étais acheté à l'époque féminisme pardon, et pop culture, je l'ai commencé. Je relate à certaines choses mais je relate moins à d'autres. C'est une personne de couleur, Jennifer Padjemi. Du coup en fait elle note des choses que moi je ne... Enfin, oui, que moi je ne remarque pas en tant que blanche. Le fait de relater, ça veut dire je comprends. Et il y a des choses que je ne comprends pas parce qu'en fait je ne l'ai pas vu avec mon regard de blanche. Ce qui paraît logique. J'aime le fait qu'elle soit française par contre. Et il y a des références à la pop culture que je comprends tout à fait parce que parlez-moi de Grey's Anatomy. Voilà, je relate et je peux comprendre, etc. Et en même temps, des fois, elle a un point de vue assez difficile sur certains sujets et je suis là genre... Et là je suis plus du tout dans le mood pour lire un essai, donc ou alors il faudrait que je lise quelques pages par jour, mais le lire en une traite c'est pas possible. Et j'avais remarqué Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps. Je l'ai aussi sur ma liseuse. Et c'est après la vague du mouvement positivisme. Qu'est-ce que ça a changé véritablement? Spoiler alerte, rien. Mais voilà, c'était un peu une analyse sur ces sujets et j'aime beaucoup la collection Point, mais Point féminisme, tout ça. J'aime beaucoup ces petits papiers, il y en a d'autres qui me font envie, que j'achèterai petit à petit. J'aime beaucoup le côté analyse, moi, dans les essais féministes. J'adore qu'on me montre des choses. Alors j'adore Titu Lecoq parce qu'elle va partir de vraies situations et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas normal, nous ouvrir les yeux. Là où on est un petit peu plus dans de l'analyse, d'ailleurs elle cite Roxane Gay dedans et j'étais là merci, parce que Roxane Gay m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur le fait que j'étais
encore plus privilégiée que ce que je croyais en tant que blanche. Je savais que j'étais une privilégiée, mais là vraiment, elle a mis le doigt sur un truc et j'ai fait ok. Déjà quand une personne de couleur, surtout une femme de couleur, ouvre sa bouche, je ferme la mienne, mais elle m'a encore plus initiée au féminisme j'ai peur de vous dire quelque chose, je ne sais plus comment on dit. Si je retrouve le mot, je vous le mettrai là. Je suis désolée, j'ai des trous de mémoire, de folie à cause de mon traitement. Mais bref, c'est vraiment adressé à toutes les femmes, pour toutes les femmes. Et les femmes trans sont des femmes, ok? Merci. Voilà. Je me suis achetée et j'ai lu Monsieur Han de Wang Sok-young, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre un peu particulier parce que en gros c'est un monsieur qui est très... alors ça se passe à notre époque pendant un temps. C'est un monsieur qui a été, enfin qui est pas très bien vu dans son quartier, il habite dans une sorte de cohabitation avec d'autres gens, et le genre le voit un peu comme un clochard, enfin bref, il a un logement mais c'est un peu genre le SDF. Tout le monde lui vient en aide par charité, mais tout le monde aimerait qu'il s'en aille de l'appartement en fait. Un jour il décède, c'est vraiment dans les premières pages. Et en fait on va revenir en arrière et on va en apprendre plus sur cet homme qui en fait est né avant la guerre de Corée. Donc on va parler de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et lui a vécu en Corée du Nord pendant un certain temps, et ça a été un transfuge. Les transfuges, ce sont les gens qui ont quitté la Corée du Nord pour aller en Corée du Sud, et on suit son récit de vie. C'était un médecin, c'était un gynéco, et il était certifié, hein, c'était un vrai médecin, et on voit ô combien il a galéré dans sa vie, et en fait quand on prend du recul et qu'on voit qu'en fait toute sa vie a été abandon et tristesse et concession, et qu'il finit genre mort sans ses proches autour, ça m'a brisé le cœur parce que je sais que c'est le cas de plein de gens en fait. Et voilà, les transfuges sont très mal vus en plus en Corée. Ils ont du mal à trouver du travail, ils ont du mal à se faire accepter parce qu'il y a toujours ce truc de ah ouais mais il vient de la Corée du Nord. Ça va mieux avec les nouvelles générations encore une fois, mais c'est pas non plus si on les traite encore de transfuges, c'est qu'on veut vraiment leur mettre un nom derrière, enfin on veut les mettre dans une case quoi. Mais tout petit livre, mais vraiment hyper intéressant. Ça pourrait être une première lecture pour la littérature coréenne. Je vous aurai peut-être pas tous les éléments, mais ça vous montrerait bien que la guerre de Corée a fait beaucoup de mal entre 50 et 53, et que les premières personnes qui ont été impactées, ça a été les Coréens. Et il y a des gens qui ont fui le sud pour aller au nord en pensant que ce serait l'Eldorado parce qu'il y avait plus de mines et du coup un risque d'avoir plus de travail, et qui ne se faisaient pas forcément confiance aux Américains parce que les Américains ont aussi fait beaucoup de merde pendant la guerre de Corée et sont intervenus très tard, là où l'URSS a soutenu très vite la Corée du Nord. Et du coup il y a aussi des Nord-Coréens qui ont été au sud, il y a des familles qui ont été séparées, enfin bref, cette guerre a été vraiment, est toujours une tragédie parce que cette guerre est officiellement pas terminée. Donc voilà, je vous le conseille, il était vraiment très poignant. Il m'a vraiment beaucoup touché ce livre, il m'a vraiment beaucoup marqué. Et je ne l'ai pas encore lu, je l'ai commencé, je ne sais plus à quelle page j'en suis parce que pareil je l'ai pris du coup en e-book. Voilà, mais ici on est sur la joueuse de Go de Shansa. Je crois qu'on est... Alors j'ai peur de vous dire une bêtise en termes de nationalité de la personne. C'est une chinoise. Le Go c'est un jeu qui est un jeu très compliqué, qui est traditionnel asiatique. Je ne sais pas de quel pays il vient exactement, mais sachez que c'est l'un des jeux de stratégie le plus difficile au monde, pour ne pas dire le jeu de stratégie le plus compliqué au monde. Ça va bien au-delà des échecs, hein. Vraiment, mon rêve d'apprendre à jouer au Go, sachez-le, c'est l'un de mes objectifs de vie. Je ne sais pas quand je m'y mettrai, mais le jour où j'y mettrai, j'y serai à fond. Pour le moment, ce que je reprochais, c'est qu'on était beaucoup sur... on est sur un peu double... pas de double temporalité, mais double point de vue. On suit à la fois une femme et à la fois un homme. Il y a tout le côté sur la Mandchourie. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, mais la Mandchourie a eu un vrai rôle dans les années de colonisation japonaise, parce que le Japon en 1900, je sais jamais si c'est 1904 ou 1905, a colonisé la Corée, a colonisé aussi la Mandchourie, et une région de la Mandchourie qui s'appelle... qu'ils ont annexé et on dit que c'était la Mandchouki, parce qu'en fait il y avait de l'opium et qu'à l'époque le trafic de l'opium c'était, enfin ça valait des millions, hein. Voilà, moi je pensais qu'on allait être vraiment sur un peu comme la joueuse d'échecs, je crois que c'est ça la série Netflix,
beaucoup basé sur une femme qui joue au Go et qui le joue parfaitement, ou un peu comme le joueur d'échecs de Stefan Zweig, et en fait pour le moment on n'est pas là-dedans. Donc c'est pas que je suis déçue, c'est que j'attends le moment où on va arriver à ça. Mais voilà, c'est l'une de mes lectures en cours, mais un peu mis en pause parce que je vais le reprendre, mais pas tout de suite parce que pour le moment c'était trop lent et que j'ai besoin de choses un peu rapides et un petit peu plus actives. Mais techniquement ça va parler de Go, ça parle de guerre, ça parle d'engagement parce que je crois qu'en plus on suit un officier, ouais, un jeune officier japonais. Donc il a ce truc de ok, je dois, alors faut savoir que c'est un peu particulier, mais il doit allégeance à l'empereur, mais en même temps il est jeune officier donc il a encore plein de questionnements et il n'est pas d'accord avec toutes les décisions et avec tout ce qui se fait. On est en 1931 donc on n'est pas encore dans la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des choses quand même qui se préparent et qui voilà. Mais voilà, il peut être intéressant et à niveau littérature chinoise du coup ça peut être très intéressant. Et je vois que c'est prix Goncourt des lycéens 2001. Donc il est vieux, je l'ai acheté en occasion personnellement, donc vous pouvez le trouver pas cher en plus de ça, donc c'est sympa. Ensuite, je vais parler d'un dernier livre poche, oui tout à fait, et je pourrais rebondir sur un grand format parce que c'est du même auteur. Il s'agit du rêve de Ryosuke, de Durian Sukegawa, c'est celui qui a écrit notamment Les délices de Tokyo. Et ici on est avec un homme qui va décider de reprendre, je crois, l'exploitation de son grand-père qui cultivait du fromage, si je dis pas de bêtises. Bref, en plus son grand-père s'est suicidé je crois. Ou alors c'est son père qui s'est suicidé. Enfin bref, je ne sais plus, il va s'installer sur une île, il va être avec ses chèvres, et en fait il va être aussi jugé par toute l'île, parce qu'une île c'est comme un village duquel vous pouvez pas vous échapper, et ça me tentait bien, donc je l'ai acheté, en occasion encore une fois, donc pas cher, et j'ai acheté pour le coup en neuf. C'est moi ou c'est Iliana qui l'avait acheté? Non, je crois que celui-ci c'était moi qui me l'étais acheté. Je me suis acheté Les chats de Shinjuku suite à la vie de Séverine. Je n'ai pas encore lu celui-ci, j'ai commencé par celui-là. On n'est pas sur un coup de cœur, mais je l'ai vraiment bien aimé. Tranche de vie à la japonaise, rien de plus. En gros, des hommes se réunissent dans un bar et l'une des serveuses, enfin la serveuse, donc c'est pas la propriétaire du restaurant bar, enfin au Japon c'est un peu le même concept, c'est vous ne buvez pas sans manger. En Asie c'est souvent comme ça. Le concept du truc c'est que la serveuse a fait des portraits, a dessiné des portraits de chats. Et il y a des hommes qui se réunissent dans ce bar et qui vont parier sur... Alors, les paris financiers, monnayant de l'argent, sont interdits au Japon. Mais ils vont parier genre un coup à boire ou un plat pour dire ah bah c'est Félix qui va débarquer le premier, ah non moi je te dis que c'est Augustin, moi je te dis que c'est machin qui va débarquer. Et en fait ils font des paris pour savoir quel chat sauvage, chat errant va débarquer le premier. Et bon, le speech de base c'est ça, mais ça va bien plus loin que ça. En plus on suit un salariman qui est pas forcément très épanoui dans son travail, mais qui a été pris en n'ayant pas forcément des compétences ou il n'a pas fait de longues études, donc en fait il se sent tellement chanceux d'avoir cette place dans l'audiovisuel qu'il ose pas trop se plaindre, même si on lui en demande beaucoup et qu'on est toujours en train de le lyncher. Et il va se rapprocher de cette serveuse, on est plus ou moins sur une romance, mais les romances à la japonaise, c'est pas des romances, voilà, c'est pas du new adulte, hein, c'est pas des scènes olé olé et la dark romance et des trucs, voilà, c'est un rapprochement plus qu'une romance, et je vous le conseille parce qu'il était vraiment très bien. Quand je vois la quantité de mangas que j'ai à vous présenter, on va partir sur les mangas en fait, on va faire une petite pause manga, ensuite on repartira sur plus ou moins du contemporain, en tout cas des romans, et on finira sur des romans graphiques et du webtoon. Voilà, comme ça on essaye un petit peu de varier pour qu'il y en ait pour tous les genres, parce que cette vidéo est interminable, sachez-le. Déjà je me suis acheté le 3e tome de Studio Cabana, qui est un... Alors, presque coup de cœur, vraiment, en fait je pense qu'avec du recul c'est un coup de cœur, mais j'attends de voir comment évolue vraiment la suite. Genre le tome 4 va être un peu décisif pour savoir si c'est une saga doudou. J'adore, c'est du shoujo, c'est très simple, mais cet homme a une relation... Non, si je vous montre la meuf ça va pas. Cet homme a une relation, j'allais dire plus ou moins toxique. Non, complètement toxique avec une autre femme qui le manipule, et il y a cette jeune fille qui est juste soucieuse de lui et ça lui fait du bien, et en fait on suit sa reconstruction et c'est pas cringe, c'est tout mignon et c'est hyper bien d'aborder le côté relation toxique. On n'en parle pas assez, donc c'est vraiment bien fait. Ensuite, je tiens à blâmer une certaine personne nommée Carole. Si tu regardes cette vidéo, tu es responsable de ma pauvreté.
Elle me dit ah moi j'adore le vendeur du magasin de vélo. Je fais bon bah je vais tester le tome 1. Puis j'ai été chez mon libraire et j'ai acheté les 4 tomes. Voilà. En gros on est sur un mec qui passe un peu pour un bad boy parce qu'il a un certain style vestimentaire et elle c'est une employée de bureau avec qui est toute mignonne et qui fait pas de vagues et qui dit jamais rien, etc. Alors que lui il est un peu plus cru, mais elle est souvent en train de dire que c'est un donjon alors que ça n'en est pas forcément un. Voilà, c'est pas la meilleure saga au monde, mais j'ai précommandé la suite. Et puis voilà, je n'ai pas à me justifier, c'est chez le Lézard Noir et de toute façon c'est de la faute de Carole. Ensuite, je m'étais acheté le premier tome de I Cannot Reach You. J'ai adoré, donc j'ai acheté le deuxième tome que j'ai encore préféré. Et puis là, je vais chez mon libraire et je vois quoi? Il y a le tome 3. Sauf que je ne savais pas si je l'avais précommandé ou pas. Donc j'ai fait un aller-retour. Vraiment, je me suis motivée à rentrer chez moi, puis à repartir pour aller m'acheter le tome 3. Genre vraiment, la libraire, elle m'a vu, elle m'a juste tendu le tome. Et je l'ai lu dans la foulée et c'est mon préféré et c'est un coup de cœur. Donc voilà, c'est deux meilleurs amis d'enfance. Ça va être un yaoi. Et pour le moment, il n'y a rien, c'est une amitié pour le moment. On suit ce jeune blondinet qui est très, peut-être pas extraverti, ouais, on va dire extraverti mais pas extravagant. Qui a des amis et en fait là c'est l'adolescence donc tout le monde se cherche un peu une petite amie, il a un groupe de potes et tout ça et son meilleur ami est très discret, il est beau gosse mais lui bah non, il s'intéresse à ses études, il comprend pas forcément la drague, il n'en voit pas l'intérêt parce qu'en fait depuis toujours il est amoureux de son meilleur ami. Et son meilleur ami commence à comprendre petit à petit qu'il y a des choses que son pote ne fait qu'avec lui et il est troublé et voilà, c'est ma petite saga un petit peu chouchou aussi, un petit peu doudou. Elle me fait du bien. Elle me fait vraiment du bien. Je ne sais plus quand sort le tome 4, mais là le tome 3 vient de sortir. Donc le tome 4, je pense que ce sera pas avant octobre, voire même novembre ou décembre. Mais j'adore. Genre vraiment, je ne sais pas en combien de tomes il y aura pour cette série, mais je crois qu'il pourrait en avoir 35 que je serai en train de dire « Ah, c'est trop mignon !» Parce que c'est juste la bonne dose de mignonitude, de questionnement, de plus ou moins secret. C'est parfait, genre vraiment c'est parfait. Si vous avez peur du yaoi, si vous avez peur d'avoir justement des relations entre hommes et vous vous dites ah je sais pas si ça peut le faire avec moi, cette saga elle est faite pour vous, genre vraiment. J'en ai d'autres à vous conseiller mais là que j'ai acheté et lu récemment, voilà. Ensuite, je commence L'amour est dans le thé. Je me suis acheté le tome 1, j'ai adoré, donc j'ai acheté le tome 2 et tome 3 que j'ai adoré. Récemment j'ai reçu le tome 4 et Shame on Me, je ne l'ai toujours pas lu. Alors je crois que je l'ai reçu il y a 2 jours, donc bon j'ai une petite excuse, j'étais au travail. Mais quand même, je ne l'ai pas lu. J'aime bien, c'est très simple. Oh, en plus j'adore la couleur. En gros, ici, on est sur une femme qui... alors, je ne sais pas à quel point elle a subi des violences conjugales, mais en gros, elle a quitté son mec qui était toxique et elle voulait fuir. En fait, elle a voulu fuir son mec. Elle va dans la maison familiale où vit encore son frère. Je crois que ses parents sont décédés. Où vit encore son frère. Son frère a une petite fille, donc déjà, elle est surprise de l'apprendre parce que je crois qu'elle n'était pas au courant d'ailleurs. Et elle voit un autre homme et elle est là genre, mais c'est qui ce mec? Et pourquoi c'est lui qui prépare le thé? Et son frère à elle décide d'écrire un roman, donc il s'enferme dans une cabane et en gros c'est l'un de ses meilleurs potes qui gère sa fille et qui gère l'exploitation du thé. Sauf qu'elle elle est vexée parce que c'est vraiment un truc familial le thé et que le thé au Japon et même de manière générale dans les pays d'Asie c'est vraiment... il y a toute une symbolique autour du thé et enfin vraiment vous pouvez être formé pendant jusqu'à 5 ans pour savoir comment préparer le thé, genre comment servir le thé, etc. Et donc lui il est sur l'exploitation, donc sur les plantations. Et elle est un peu vexée, elle est un peu en train de se dire genre non mais il fait n'importe quoi et machin. Et en fait elle se rend compte que non, il est très respectueux, qu'il a connu son père et qu'il essaye d'être aussi bon que lui et il dit qu'il ne sera jamais aussi bon que son père mais que c'est un peu son objectif. Et petit à petit, il va y avoir une romance entre eux parce que en fait, son ex toxique va revenir et lui va prétendre être son mec. Genre elle va être là genre, s'il te plaît, sauve-moi la vie, prétends qu'on est ensemble. Sauf que la petite en plus, elle a entendu, donc... Alors c'est vraiment très court en termes de manga, hein. Je sais pas si vous voyez la taille, hein. C'est vraiment tout petit. Petite saga, toute mignonnette. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas le manga de l'année, voilà. Mais si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez attaquer les mangas, si vous voulez connaître un petit peu de la culture japonaise sans être trop dans de la culture japonaise, L'amour est dans le thé, c'est trop bien. J'aime vraiment beaucoup cette saga.
Et on en a fini avec les mangas. Donc, est-ce qu'on repasse? Non, vous savez quoi, on va finir avec les graphiques, comme ça on est entre guillemets débarrassé. J'avais hésité à l'acheter et j'ai craqué, parce qu'en plus je connais pas la maison d'édition, c'est Camondo Books, c'est Ombre et Lumière, le tome 1. On est sur une femme où elle est servante et sa maîtresse, je déteste ce terme, enfin ce mot-là me dérange beaucoup, mais sa maîtresse lui dit bah en fait c'est toi qui vas te présenter au mariage et tu vas te marier avec le duc. Le duc n'est pas dupe et il sait que ce n'est pas la vraie personne et il décide quand même de l'épouser. Trigger warning viol, parce que on peut pas dire qu'elle est consentante. Elle se dit c'est mon devoir en tant que femme de passer ma nuit de noces, mais on peut pas parler de consentement, alors que par la suite il y a plus de consentement, il fait plus attention à elle, etc. Je me suis commandé le tome 2, donc je vais voir ce que ça donne, mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Forcément il y a 2-3 trucs qui me gênent, mais il y a ce côté un petit peu aussi pseudo-historique qui fait que j'arrive plus facilement à pardonner le côté de... Bah oui, en fait avant, les nuits de noces, enfin la nuit de noces c'était un peu le passage obligatoire, c'était vraiment t'étais vierge et t'attendais ta nuit de noces pour... combler ce besoin. J'aime bien l'idée de... alors j'aime bien les dessins. Et j'aime bien l'idée que la servante, elle s'affirme petit à petit en fait. Elle reste pas dans son coin et elle s'intéresse un peu au duc et vice versa. Et il est pas si malveillant que ça en fait. Donc j'ai espoir que ça aille vers un truc encore plus sain par la suite. Je me suis acheté, j'ai lu ceci. Je sais pas si j'ai mis que c'était un coup de cœur, mais c'est vraiment très mignon. Alors c'est chez K-Books, mais K-Books a sorti une collection BL, donc Boys Love, et c'est Cherry Blossoms After Winter de Bamboo. Les planches sont très belles, alors bon, faut peut-être que je vous montre des planches un petit peu plus jolies, mais c'est très... comme la couverture c'est très pastel, donc c'est très joli. En gros c'était deux meilleures amies qui... Enfin ils étaient deux meilleures amies... Non mais regardez pour le chapitre comme c'est joli le violet. Bref, c'était deux meilleurs amis d'enfance, ils s'entendaient très très bien, jusqu'au jour où ses parents à lui décèdent et les deux mères étaient meilleures amies, du coup elle décide de l'adopter, ou en tout cas de le prendre sous son aile. Et là ça commence à créer des tensions dans la famille parce qu'ils vont être plus ou moins frères et l'autre garçon n'accepte pas forcément la chose. Ils vont s'éloigner et ils vont mener leur vie un peu en parallèle parce qu'ils vont dans les mêmes établissements mais ils sont jamais dans la même classe, etc. Et là ils se retrouvent à être dans la même classe je crois ou dans le même lycée. Donc peut-être qu'en fait ils avaient des vies un petit peu distinctes. Je ne sais plus. Bref. Et en fait ce garçon se fait bully. Ce garçon se fait harceler. Et quand l'autre garçon, je ne sais plus comment il s'appelle... C'est pas Ebom, c'est Taesang. Quand Taesang va se rendre compte de ça, il va le protéger, mais pas de manière frontale. Il va juste être un peu aux alentours en mode je veille sur toi, mais on se dit rien. Et j'adore cette amitié un peu nouvelle et un petit peu ce qui se passe. Et c'était très mignon, c'est très joli. Et j'ai adoré. Et je crois que la suite ne sort qu'en novembre. Elle est déjà précommandée, sachez-le. Et je vous le conseille parce que vraiment c'est très mignon. K-Books, sachez que c'est une valeur sûre en termes de webtoon. Vraiment, K-Books, les meilleurs, je soutiens, vous avez mon cœur et mon âme, vraiment, je suis patriotique, genre vraiment je me touche le cœur. Et leur catégorie Boys Love, je vais me renseigner s'il y en a d'autres qui sont sortis parce que K-Books plus Boys Love, vous pouvez être sûr que c'est bienveillant, donc voilà. Et ensuite je me suis acheté, je le cherchais en occasion parce que je voulais pas payer, ouais 14,95, c'est pas les plus chers là c'est pareil, hein, c'est 14,95 à chaque fois pour les webtoons que j'achète. Et chez K-Books je crois qu'ils sont vraiment tous à 14,95. Le sujet de base m'intéressait mais j'avais un peu peur de ce vers quoi ça allait tourner parce que si ça ressemblait à True Beauty, en tout cas le drama, le K-drama, la série, je savais que j'allais détester. Et quand j'avais essayé de lire le webtoon True Beauty, comme j'avais déjà vu la série, pour moi, j'adhérais pas. Bref, c'est The Makeup Remover de Hee-young. Ici, en fait, on est sur une fille qui est considérée comme moche, parce qu'en Corée, il y a des critères de beauté très sélects. Et elle ne se maquille pas, et comme elle ne se maquille pas, elle est mal vue. Et elle se dit faudrait peut-être que je me maquille et que j'apprenne à me mettre en valeur, mais en même temps elle n'a pas envie de devoir le faire pour plaire. Et en même temps elle se rend compte que le beauty privilege en Corée il est réel et que ça va forcément l'handicaper un jour ou l'autre dans sa vie.
Elle va croiser cet homme, je ne sais plus par quel concours de circonstances, mais il lui propose, alors lui c'est un maquilleur professionnel, et il lui propose de la maquiller. Parce que lui il a besoin d'un modèle qui ne soit pas une fille qui soit considérée comme jolie. Donc qui n'ait pas fait de chirurgie esthétique, qui n'ait pas des traits du visage, voilà. Si vous prenez une mannequin et vous dites je vais t'embellir avec du maquillage, si elle est déjà mannequin et qu'elle est déjà belle, tu vas pouvoir embellir quelque chose qui est déjà beau, mais tu vas pas pouvoir transformer quelque chose en une beauté. Et vous voyez, genre là, elle est considérée comme moche alors qu'elle est trop belle, quoi. Mais bref, il lui fait cette proposition, elle refuse et elle va revenir un peu sur ses pas quand il va se démaquiller lui-même et dire bah regarde, moi aussi sans maquillage, je ne suis pas quelqu'un de beau et c'est pour ça que je me maquille et que c'est ok, c'est la société qui est comme ça. Et genre, on s'en fout, c'est juste, c'est un masque en fait que tu portes en te maquillant. Et elle va accepter à condition qu'il lui donne des cours de make-up. Donc si jamais vous y connaissez rien en make-up, sachez que bah il y a 2-3 petites notions qui sont évoquées. C'est pas les plus beaux dessins du monde, mais je les trouve sympas. J'avais trouvé le premier tome à Gibert et en fait j'ai trouvé les autres tomes par la suite. Je crois que c'était avec Iliana que je l'avais acheté celui-ci. Et par la suite j'ai trouvé les 3 autres tomes en occasion. Donc voilà, je ne les ai pas payés 14,95. Je crois qu'au max je les ai payés genre 10-11 euros. Autrement j'ai dû les payer 9 euros. Donc j'ai le tome 4 que vous voyez là, j'ai le tome 3 et j'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu parce que je me suis pas motivée et que je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un futur vlog graphique. Mais là j'en ai sorti pas mal de vlogs graphiques donc je me laisse aussi un petit peu de temps. Mais voilà, sachez que pour une série qui pourrait paraître cringe et un peu border, en fait non, elle est bienveillante. Donc je vous la recommande. Celui-ci, je crois que je vous en avais déjà parlé quand Iliana était venue parce que je vous avais présenté certains bouquins, je crois. Enfin bref, je ne sais plus, mais au pire, je vous le remontre. Il s'agit de Ma vie en 24 images par seconde de Rintaro. C'est un bouquin qui va revenir sur, je vais y arriver, le cinéma, les films d'animation, le cinéma, ouais, on va dire les films d'animation. Et un petit peu l'évolution en termes de temps. Alors les dessins sont parfois assez simples et à d'autres moments un petit peu plus travaillés. Mais depuis que j'ai lu Kumsuganju Kim, je suis un peu plus laxiste avec les dessins. Il y a pas mal de textes, ce qui explique aussi pourquoi je ne l'ai pas lu lors de différents challenges. Parce qu'en fait je voulais le lire comme je lis un roman, c'est-à-dire en étant vraiment posée avec moi-même, en analysant, en prenant le temps et en savourant chacune des étapes, etc. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait très envie depuis longtemps, je crois qu'il coûte genre 25-30 euros, c'est un certain prix. Alors pour le coup il est très enrichi donc il vaut son prix. Et déjà les graphiques, même si on les lit rapidement et que en termes de temps et d'argent pour nous c'est très cher, pour les artistes c'est que dalle. En sachant qu'en France en plus on les vend à 7-8 euros les mangas, alors qu'au Japon vous allez en trouver à 3 euros en occasion, enfin même pas à 2 euros, 1 euro et quelques, enfin bref. Voilà, mais il est très beau et c'est le seul roman graphique que j'ai dans ma palle, sachez-le. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de ouais je me le garde sous le coude. Mais là bah, j'ai déjà passé des commandes pour des livres, mais ils arrivent dans une dizaine de jours pour moi. Bon pour vous ils seront déjà arrivés chez moi, mais je vous referai un petit bouco le mois d'octobre pour vous montrer les quelques livres qui ont atterri dans ma palle du coup courant mi-septembre quoi. Donc voilà, cette fois-ci on en a fini avec les graphiques, on va pouvoir s'attaquer aux quelques romans grand format qui me restent à vous présenter, parce que là ça devient beaucoup trop long, même pour moi. Cette fois-ci, ça y est, on est sur les derniers livres que j'ai achetés. Je vous le montre en papier, mais en fait je l'ai acheté en e-book, c'est pour ça que je vous le remontre. Je l'avais acheté à Paris en juin, quand j'avais été à la librairie Le Phénix. C'est Le Monde selon Sison de Chung Serang. J'aimais beaucoup, on parle d'une femme qui était célèbre, qui était une autrice. Je m'étais arrêtée à la page 128. Et je crois que j'en suis toujours à la page 128, j'ai pas avancé. J'ai acheté l'e-book, mais j'ai pas avancé l'e-book. Top. En même temps je suis sur la rentrée littéraire et vous allez voir ça juste après. Mais on est sur une femme qui était connue dans le monde de la littérature et elle avait un avis assez tranché, surtout pour l'époque, elle était coréenne. Et elle voulait pas qu'on fasse d'obsèques pour elle, enfin bref, normalement il y a tout un culte autour de la mort en Corée et elle disait bah non je veux pas de funérailles traditionnelles et j'en voudrais à mes enfants s'ils faisaient ça. On est des années plus tard, c'est les 10 ans
je crois, de la date anniversaire de sa mort, et là ils disent bah pourquoi on ferait pas un truc, on n'irait pas à Hawaï, on rejoindrait pas la famille, on ferait pas quelque chose. Et en fait on va revenir sur l'histoire de cette femme, donc sur les interviews qu'elle a pu donner, où elle disait genre mon fils est paresseux, mon aîné elle est comme ci, un truc elle est comme ça. Bref, ils avaient un lien très particulier avec leur mère, et les petits enfants c'était pareil, sauf l'une de ses petites filles. Et j'aime beaucoup le lien qui les unissait toutes les deux, même si on ne voit pas que ça. On est sur aussi bien le rite, enfin les rites funéraires, que la notion de souvenir, et aussi sur cette femme qui était autrice, et autrice controversée, qui disait ce qu'elle pensait, féministe hein, pour l'époque, et quand on n'a pas sa langue dans sa poche en Corée, et d'autant plus quand on est une femme, et une femme qui a de l'influence, voilà, déjà c'est mal vu maintenant en 2024, imaginez à l'époque. Et en plus elle avait une relation entre guillemets sulfureuse avec un homme, je crois, allemand si je dis pas de bêtises, du coup c'était genre les potins, et elle parle de sexe ouvertement, enfin bref. Voilà, je l'ai acheté en e-book pour pouvoir le continuer, comme en ce moment je suis dans une phase e-book, donc je vous le montre en papier, mais en fait c'est que je l'ai acheté en e-book ce mois-ci. Ensuite, je l'avais acheté d'occasion à Gibert parce que de base il est à 22,50€ et je crois que je l'ai payé 15€. Il s'agit de Jeune couple s'éclate en plein air de Aravind Jayan. Je l'avais commencé aussi en e-book, mais je viens de voir un truc LGBTQ+. Ouh. Peut-être continuer ma lecture. En fait, je l'avais mis en pause pour commencer je ne sais plus quel bouquin qui me faisait plus envie. Ou alors je m'étais lancée dans un challenge. Non, je m'étais lancée dans un challenge, ou alors c'était à la suite du challenge 7 livres 7 jours. Enfin bref, il y avait un truc comme ça où je m'étais lancée dans un autre challenge, du coup je l'avais mis en pause. Je l'ai pas encore repris, mais je l'ai aussi sur liseuse. Donc pareil, si j'ai envie de le lire sur liseuse, voilà. Mais sachez que mon temps... Alors je vous montre encore un dernier livre et après on va parler rentrée littéraire. Je me suis acheté le dernier roman de Marie Vareille, La dernière allumette, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai parlé d'ailleurs à Séverine dit bien ce livre et je lui ai dit franchement je pense que c'est le seul Marie Vareille qui pourrait vraiment me plaire parce qu'il y a un esprit un peu thriller dedans, en tout cas de mystère. Peut-être pas de thriller mais de mystère. Je lui ai pas mis un 5 sur 5 parce que il n'y a pas tout qui est parfait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, on est sur un 4 ou un 4,5, hein, donc on est quand même sur une très bonne note. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et j'ai beaucoup de mal à vous le résumer. Donc je vous dirais juste, faites-moi confiance. Je sais que c'est un grand format, qu'il coûte, puis il est cher parce qu'il coûte 20,90€, c'est chez Charleston, mais il en vaut vraiment la peine. Marie Vareille, j'avais adoré Le syndrome du spaghetti. C'est du young adult pour le coup, mais j'avais vraiment adoré, ça avait été un coup de cœur monumental à l'époque où il était sorti. Enfin, j'avais même pu le lire avant, donc voilà. Là, ça m'a redonné envie de découvrir l'autrice dans d'autres de ses récits, avec des résumés qui m'attirent pas forcément, genre vraiment. Mais celui-ci, il était incroyable et je vous le recommande vraiment à 10 000%. Lisez le résumé si vous voulez sur internet, mais moi je vous ferai pas de résumé, je vous laisse découvrir parce que le résumé ne vous explique pas ô combien ce livre est bon et ô combien il est profond et aborde des thématiques qui sont fortes et remet en question plein de choses et c'est pas ce à quoi on s'attend. On va donc parler rentrée littéraire parce que j'ai décidé cette année de m'y intéresser. Alors lui c'est un petit peu un cas à part parce que techniquement oui il peut s'apparenter à de la rentrée littéraire mais voilà. Il s'agit de Bienvenue à la librairie Yeongnam de Borom Wang que j'avais acheté en anglais qui est juste là. Voilà, je l'ai en hardback, enfin je l'ai acheté, je l'avais reçu pour Noël en me disant oui, le résumé m'intéresse, j'ai lu les premières pages, je suis capable de le lire. Il y a eu une sortie piquée. Vous êtes sûr que je ne vais pas le lire en anglais, que je vais le lire en français? Par contre, alors à part s'il me déplaît, mais autrement je vais sûrement garder mon livre en anglais parce que la couverture est très légèrement différente. Elle est plus colorée là-dessus, mais j'aime bien le côté un peu terne qui rappelle un peu la nuit de celui-ci, où là ça rappelle un peu plus... En fait c'est comme si là c'était genre un peu la mort, genre un peu le désespoir, et là un petit peu plus de vie et de gaieté. Et mon frère me l'avait offert en anglais, donc en plus ça m'embêterait de revendre un cadeau, j'aime pas trop ça, à part quand je déteste vraiment un livre, donc si vraiment je le déteste, voilà. Il me semble, d'après mes souvenirs lointains de quand je l'avais demandé en anglais pour Noël, donc il y a 9 mois de ça, et j'avais fait ma liste en novembre, donc il y a 10 mois de ça, il me semblait qu'on était sur une femme qui
qui vivait à Séoul, qui avait une vie assez active et qui détestait, en fait qui a pété un câble un peu, qui a fait un burn-out et qui décide d'ouvrir sa librairie ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe complètement sur le résumé, mais en tout cas c'est ce que j'ai gardé en tête. Il fait grand bruit parce que forcément quand ça parle de librairie, les gens sont là « Ah là là, trop bien, ça parle de librairie !» Moi c'est parce que c'est de la littérature coréenne et que je fais complètement confiance en fait à Piki parce qu'ils sont un peu spécialisés en littérature coréenne, enfin en littérature asiatique de manière générale. Oui, la couverture est très belle, oui, j'aime les bouquins qui parlent de librairie, mais je ne les aime pas tous. Et voilà, je crois qu'on va vraiment être sur une femme qui va se reconstruire. Et je pense qu'il va y avoir des petits, gros tacles à la société coréenne et j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte qu'on remette le capitalisme en question, qu'on remette en question l'individualisme dont on fait aussi preuve en Occident et en Europe, mais où c'est encore plus poussé en Corée. Donc j'ai hâte. Et l'autre qui fait partie de la rentrée littéraire, hein, c'est clairement écrit dessus, mais c'est un petit peu un cas à part pour moi parce que c'est Nami et que ça fait pas partie des grosses maisons d'édition qui font partie de ces sélections. Voilà, je pense pas qu'ils vont avoir un prix Goncourt grâce à ce livre-ci, même si ça pourrait être chouette. Il s'agit du dernier voyage de Momoko Hidaka de Shizako Wakatake. C'est pas la première fois en fait que je parle de ce livre en vidéo, donc j'en ai marre de faire le résumé, mais je recommence. On est sur une mamie de 80 ans qui s'est installée à Tokyo pour être un petit peu plus dans une vie un petit peu plus pratique à la campagne. Et en fait elle va revenir un peu sur sa vie, qu'elle ne regrette pas, parce qu'elle a été contente d'être une épouse japonaise avec un mari qui va travailler, dans une période de guerre et d'après-guerre, parce qu'elle a 80 ans, donc elle a connu un petit peu tout ça, enfin elle a même complètement connu tout ça, elle a connu plusieurs aspects enfin elle a connu plusieurs Japons et plusieurs ères du Japon aussi, elle a été contente d'être une femme mariée, elle a été contente d'être celle qui tenait le foyer, qui était la mère de famille, qui faisait à manger, qui s'occupait des enfants, elle a été contente d'être cette femme-là, mais en vieillissant, elle regrette pas sa vie, mais elle se dit que c'est vrai que si elle naissait maintenant ou si elle avait 20 ans maintenant, elle ferait des choix différents et elle parle un peu de ses aspirations et de ses rêves qu'elle avait à l'époque et qu'elle a peut-être mis de côté ou des nouvelles aspirations pardon, qu'elle a eues en vieillissant. Des nouveaux choix de vie qu'elle ferait maintenant ou... Voilà, elle va parler de tout ça. C'est un livre très court qui coûte très cher à mon sens, 19 € pour moins de 200 pages. Voilà. Je vous présente des livres neufs de la rentrée littéraire. Je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Attendez 2-3 semaines, vous verrez, ils seront tous d'occasion. Vraiment. Peut-être même me concernant. Bon, il y en a certains là que je vais déjà garder, je le sais, mais il y en a d'autres, voilà. J'adore la couverture, donc là il y a le truc que je vais enlever parce que de toute façon je n'aime pas. J'aime beaucoup le truc de la petite mamie avec ses petites fleurs et tout. Et on va aussi parler de deuil parce que quand vous vieillissez, vous perdez votre époux, vous perdez vos amis et vous êtes un peu dans ce truc de qui sera le prochain ? Est-ce que je serai la prochaine à mourir? Donc il y a aussi un peu cette préparation à la mort et comment on perçoit la mort et comment on perçoit la mort au Japon. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pensais le lire aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'ai envie de lire aujourd'hui. On verra. Mais ce sera l'une de mes prochaines lectures, c'est sûr et certain. À l'heure où vous verrez ce book haul, j'aurai sûrement lu, mais voilà, comme ça vous êtes au courant. J'ai vu ce livre aussi, qui a été recommandé par Cédric Armen, c'est Cœur d'amande de Yasmina Khadra. Je n'ai pas vu de traduction, donc je pense que l'autrice est française, en tout cas francophone. Moi, ce qui m'a touchée dans ce livre, déjà quand Cédric Armen en pleine lecture dit « je sens que ce livre va être un énorme coup de cœur », ça me donne envie de l'acheter. Parce que même si je partage pas tous les goûts de Cédric Armen, il est très connecté à ses émotions et il fait des lectures qui sont beaucoup basées, enfin ses avis sont beaucoup basés sur des émotions et pas forcément de l'analyse profonde, et je suis plus attachée aux personnes qui font de l'émotionnel que ceux qui font du rationnel, enfin que celles qui font du rationnel, comme on parlait de personnes. Je vous lis la première phrase parce que je la lis à chaque vidéo et c'est celle qui m'a touchée personnellement. C'est j'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque tasse bue, je remonte plus vite qu'une torpille. Et après vous avez un petit texte pour un peu résumer l'histoire, et c'est hymne au courage d'être soi, à l'amour et à la solidarité inoxydable des gens du quartier. Cœur d'amande est une formidable bouffée d'air dans un monde en apnée. Voilà, ça me tente. Pareil, 21 €, on est chez... Non, on n'est pas chez Grasset, je la connais pas la maison d'édition. C'est Mielet Barreau. Je ne connais pas du tout, peut-être que c'est connu mais moi je ne connais pas. Mais là il y a plusieurs bouquins de la rentrée littéraire qui m'ont fait envie, donc je me suis lâchée.
Vraiment, je me suis lâchée, mais je ne regrette rien. Et le dernier livre que je vous présente qui est à 20 €, donc il est un peu moins cher, c'est chez Grasset. Donc pour le coup, il a peut-être une chance d'être, de faire partie des nominés, voire du nommé. C'est de Doan Bui, que je prononce très mal. C'est Le pays de nulle part. Je ne sais pas de quelle origine il est, mais j'ai vu le livre passer chez les libraires. Les libraires de la librairie Le Phénix en ont parlé en disant qu'il y avait une nouveauté qui sortait, et donc c'est forcément de la littérature asiatique puisqu'elles ne vendent que ça. Et j'ai feuilleté, j'ai lu quelques pages et j'étais là, waouh, en fait je pense qu'on va parler d'enfants morts. À un moment donné on a une partition, ça a l'air d'être un peu un objet, un peu un ovni en termes de livre. Ça va pas être un roman très classique avec des chapitres très déterminés qui font à peu près le même nombre de pages, etc. Mais moi, Déclaration d'amour et anti-manuel de deuil, Le pays de nulle part est un texte très personnel dont Doan Bui, je suis désolée pour l'écorchage de nom, entama l'écriture il y a plus de 10 ans. Un roman bouleversant où le tragique côtoie le rire, où l'intime dit l'universel. Un magnifique hommage à la ténacité des mères et aux enfants trop tôt disparus. Voilà, je vais chialer, c'est sûr. Et il m'attirait beaucoup, donc voilà, je l'ai acheté. Il fait partie de la rentrée littéraire. Et j'en ai eu pour très cher de livres entre... Alors je l'ai acheté hier, donc pour moi je vous le disais on est le 3 septembre, donc je l'ai acheté le 2 septembre. Je déborde un petit peu, d'habitude je m'organise mieux, comme là le book haul vous l'avez tardivement. Je voulais vous faire 2 vidéos par semaine et à un moment donné il fallait que les vlogs correspondent à peu près aux dates. Parce que si je vous fais un vlog d'août alors qu'on sera en plein mois de novembre, ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai privilégié plutôt les vlogs et j'ai un peu plus misé sur ce timing là. Du coup le point lecture et le book haul se sont fait un peu en décalé et je suis désolée pour ça. Mais c'est moins grave qu'un book haul soit en décalé, et début octobre vous aurez... Enfin après mon anniversaire, parce qu'à mon anniversaire je vais sûrement demander des livres et je vais aller à la librairie Le Phénix, donc je vais acheter des livres et des carnets et je vais vous faire un retour. Mais voilà, je pense qu'aux alentours du 10 octobre vous aurez un book haul. Donc vous n'aurez pas trop de temps à attendre. Par contre il sera beaucoup moins conséquent que celui-ci, parce que là il y a eu craquage, j'ai jamais autant craqué de ma vie. Alors que je pense que je vous avais dit la même chose le mois dernier, mais là vraiment limite je ne me reconnais plus tellement j'ai craqué et je me rendais pas compte. Mais c'est quand j'étais avec mon carnet de lecture et que j'ai dû rajouter genre vraiment un feuillet pour ajouter les livres achetés, et que j'ai dû faire le recto verso du feuillet en plus de la page assignée aux achats, que je me suis dit ah ouais, 49 livres quand même. Ah d'accord. Alors ok, il y a un petit peu de début septembre, mais quand même. Bref, j'espère que ce très long book haul vous a plu, et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.